Il faut mobiliser davantage de ressources pour consolider les acquis de la lutte contre le sida et les IST. La 13e session du CNLS-IST qui s'est réunie ce vendredi a pris la mesure des défis. Les gardes de sécurité pénitentiaire vont désormais évoluer dans un cadre plus sécurisé avec des salaires conséquents. Les députés ont adopté hier une loi dans ce sens. Coupe du monde Brésil 2015-2013, les antimondialistes protestent. Ils n'y trouvent pas leur compte. Ils accusent la FIFA et le Brésil d'en faire trop pour leur image au détriment des conditions de vie des populations brésiliennes. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h sur la RTB. Le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a tenu ce matin sa 13e session ordinaire sous la direction de son président Blaise Compaoré. Les acteurs ont fait le bilan des activités en 2013 en matière de lutte contre le sida. Ils ont passé au peigne fin les résultats obtenus à mi-parcours dans la mise en œuvre du cadre stratégique, mais il faut davantage mobiliser des ressources. Reportage signé Drissa Serré. À cette 13e session du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, les participants se sont appesantis sur la revue à mi-parcours du cadre stratégique de lutte contre le sida et les IST, un cadre conçu sur la période 2011-2015. Ce cadre arrive à mi-échéance et il fallait donc marquer un arrêt pour s'interroger sur la direction prise était la bonne. Les résultats présentés sont éloquents. Sur le plan de la prise en charge médicale, on a plus de 45 000 personnes qui sont sous traitement. Sur le plan du programme de transmission mère-enfant, on a une participation significative des femmes. On a une bonne analyse de la situation de l'infection des enfants issus de mères séropositives. Aussi, les difficultés n'ont pas été occultées. Nous avons déploré le fait qu'il y a très peu de participation au dépistage. Parce que encore beaucoup de Burkinabés ne vont pas faire le dépistage, encore moins rechercher les résultats de leur statut sérologique. On a déploré le fait aussi qu'au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant, les hommes ne participent pas intensément, ce qui peut continuer à maintenir la transmission. Au Burkina, les données font ressortir à l'heure actuelle un taux de prévalence du sida stabilisé autour de 1%. C'est le résultat de plus d'une décennie de lutte et les acteurs n'entendent pas desserrer les taux. On était parti de très loin. Nous sommes aujourd'hui autour de 1% de prévalence. Mais je dois dire que malgré cela, nous avons senti surtout une détermination sans faille de tous ceux qui sont engagés avec nous dans ce combat. Des Burkinabés nombreux de tous horizons, mais surtout des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent avec bien sûr des ressources, mais aussi en partageant avec nous des idées, des stratégies et des choix pour donner plus d'efficacité à cette lutte-là. Face aux changements observés dans les facettes de l'épidémie, la mobilisation des ressources demeure une question cruciale et doit être de mise. Pour le président du FASO, il importe que les efforts soient intensifiés et que des actions multiples soient déployées pour trouver des solutions aux problèmes de financement. Sur le plan financier, nous devons voir comment trouver des financements, comme on l'a dit, innovants pour apporter une contribution nationale plus forte. C'est ça qui nous ferait prendre réellement en charge cette lutte-là. La perspective, c'est l'élaboration d'un plan national multisectoriel qui intègre les réagissements adoptés. Le pari pour le Burkina, c'est l'objectif zéro en matière de lutte contre le sida. Zéro stigmatisation, zéro infection, zéro discrimination. Les résultats obtenus en 2013 dans la lutte contre le VIH et les IST font ressortir des acquis notables, notamment la stabilisation du taux de prévalence, l'accès au traitement, la mobilisation plus grande des ressources, mais des défis demeurent. Les acteurs en parlent au micro de Drissa Serré. Vous savez que de plus en plus, chaque pays a ses difficultés, ses propres difficultés. Et le fait que nous avons gagné en termes de régression du taux de prévalence fait en sorte aussi que les bailleurs de fonds regardent ceux qui ont encore beaucoup plus de préoccupations que nous. C'est sûr que les pays qui sont actuellement autour de 10% ont un regard mieux veillant en termes d'allocation de ressources que nous qui sommes à 1%. C'est pour cela que nous devons consacrer davantage nos ressources propres à cette lutte-là et veiller à ce que ce soit des ressources pérennes pour que nous ne régressons pas d'une année à l'autre. Cette session du CNLS, ça a été pour nous, les partenaires techniques et financiers, encore un moment pour féliciter le président du FASO et féliciter l'engagement du gouvernement et le leadership
féliciter pour les résultats, pour les progrès qui ont été faits au Burkina Faso dans le domaine de la lutte contre le VIH. Ça a été aussi l'occasion pour nous pour rappeler les principaux défis qui restent encore sur notre chemin. Nous pensons que le Burkina Faso est en mesure d'atteindre l'objectif ultime de zéro nouvelle infection, de zéro décès par le sida et de zéro discrimination. Nous savons qu'il y a eu des progrès quand même pour rapprocher les soins de ceux qui ont le sida par exemple et lutter aussi contre les maladies opportunistes. Mais nous estimons aussi, surtout au niveau des coutumiers et des religieux, qu'il ne suffit pas de prévenir en disant qu'il faut certaines méthodes, mais il faut aussi mettre l'accent sur les valeurs éducatives et morales. Parce que nous estimons que c'est une sensibilisation qui ne coûte pas aussi cher, mais si on fait la sensibilisation au niveau des mosquées, au niveau des églises, au niveau des temples, au niveau des cours royales, et à chaque fois qu'il y a des occasions où des leaders religieux et coutumiers ont à intervenir, que la population soit sensibilisée, surtout dans sa frange d'adolescents et de jeunes. En ce qui concerne cette 13e session, on constate qu'il y a des progrès au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, mais il y a toujours des poches au niveau des jeunes de 15 à 24 ans. Et c'est ça qui fait le problème. Et puis de la mère et de l'enfant. Et c'est ça. Et au niveau de la stratégie, on nous a dit d'accentuer le dépistage à ces niveaux. Après avoir présidé la 13e session du Conseil national de lutte contre les sida et les infections sexuellement transmissibles, le président du Faso a reçu en audience une délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de ce pays. Des questions bilatérales et la paix dans la sous-région étaient les préoccupations au centre des échanges avec le chef de l'État. Le compte rendu est de Evelyne Touoboum Dabiré. Les sujets abordés au cours de cette audience ont été, entre autres, l'examen de l'état et des perspectives de relations entre le Burkina Faso et l'Algérie. Et pour la délégation algérienne, il y a une parfaite convergence de vues. Nous avons également beaucoup discuté de la situation dans le Sahel, de la conjugaison de nos efforts et de la convergence de nos analyses en ce qui concerne la nécessaire solution politique pacifique de la situation dans le Nord Mali. Nous avons également discuté de la structuration de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Et nous sommes allés au-delà de la région en échangeant sur la problématique de la paix dans l'ensemble du continent africain, paix, gouvernance. Et c'est ainsi que nous avons eu à échanger des points de vue, des informations, des analyses sur la Libye, sur les élections prochaines dans le grand pays africain qui est l'Égypte. Des questions d'intérêt commun ont été abordées et le dernier trimestre de l'année en cours a été retenu pour la rencontre de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Algérie. Une rencontre qui aura lieu en Algérie en vertu de la règle de la rotation de la réunion. Après Samandeni, dans les Hauts-Bassins, le Premier ministre a mis le cap hier sur le village de Moussodougou, dans la région des Cascades. Luc Adolphe Tchao et sa délégation ont pu voir l'évolution des travaux de sécurisation des digues du barrage de la Komoé à Moussodougou. Les travaux de réhabilitation qui ont démarré en juillet 2013 connaissent un taux de réalisation d'environ 50% malgré les difficultés rencontrées sur l'ouvrage. Le reportage de Simplice Barreau de la RTB de Cascades. Dans 5 mois, les travaux de réhabilitation et de sécurisation des digues du barrage de la Komoé à Moussodougou seront terminés. C'est l'assurance donnée au Premier ministre par les techniciens. Luc Adolphe Tchao, en venant pour la seconde fois sur le site du barrage, a voulu s'assurer de l'évolution des travaux en cours. Aujourd'hui, donc, nous sommes autour de 45%, mais je pense que l'essentiel a été fait. C'est le début qui était difficile et l'entreprise nous a rassuré, les bureaux d'études, que si le rythme des travaux continuent jusqu'à ce point, le barrage devrait donc, les travaux seront terminés pour d'ici le mois de novembre. Et ceci va donc nous mettre définitivement à l'abri. L'entreprise marocaine qui réalise les ouvrages de réhabilitation a déployé de gros engins pour l'installation des pales planches
de profondeur de la digue, une technologie qui doit en principe éviter les dangers d'inondation qui menacent la SN Sosiko et la ville de Banfora. Depuis 2011, il y avait plusieurs solutions et toutes les solutions que nous avons envisagées, même si certaines étaient moins chères, avaient des inconvénients, soit en termes de sécurisation, soit en termes de garantie de la qualité, n'est-ce pas, des travaux. Et comme nous ne voulions pas avoir à revenir encore sur ce barrage, nous avons adopté la solution la plus définitive, à savoir faire un rideau de pales planches. C'est, comme vous l'avez vu, des panneaux de fer, donc de longueurs variées, avec lesquels on fait pratiquement un mur depuis la crête, depuis le dessus, n'est-ce pas, de la digue, jusqu'à la fondation, pour couper définitivement les fuites qu'il pourrait y avoir dans cette fondation-là. C'est le 20 juillet 2013 que le chef du gouvernement, Luc Adov-Tiao, a lancé les travaux de confortement du barrage de la Komoé de Moussodougou. Celui-ci était confronté à un problème d'infiltration d'eau à l'affaissement d'une partie de la digue. Les travaux sont financés à hauteur de 15 milliards de francs CFA par le budget national. Bien avant la visite des chantiers du barrage de Moussodougou, le Premier ministre a fait escale à Mondon où il s'est entretenu avec les populations du village. Luc Adov-Tiao a pris note de leurs doléances qui se résument en un besoin d'électricité, en la construction de retenues d'eau et au bitumage de l'axe Orodara-Gawa. Le chef du gouvernement a également saisi l'occasion pour inviter les populations de la région à aller s'inscrire sur les listes électorales. Autre site visité par le Premier ministre dans l'ouest Burkina, le château d'eau de Belleville de Abobo-Dioulasso. Le chantier accuse un retard de 8 mois. Par contre, celui de la cité universitaire de l'Institut des sciences de l'Université de Bobo-Dioulasso est en finition. Reportage Ali Traoré. C'est ici, au pied de ce château d'eau en construction à Belleville, que le Premier ministre Luc Adov-Tiao a débuté sa visite à Bobo-Dioulasso. Cette infrastructure d'une capacité de 1000 m3 qui est exécutée par l'entreprise Fadoul Technibois accuse un retard de 8 mois et a un taux de réalisation de 70%. Comme ce château d'eau, il y a 2 autres à Bama et à Sarfalao qui, une fois achevés, vont accroître la production en eau de plus de 40% dans le Oué. Le château de Belleville sera prêt, m'a-t-on dit, pour la fin du mois de juin. Et les 2 autres châteaux, celui de Bama vers fin juillet. Et puis bon, il y a un qui traîne encore, c'est celui de Sarfalao. J'espère que lui-ci sera prêt, en tout cas d'ici avant la fin de l'année. Donc au total, je pense que c'est des chantiers qui évoluent normalement. Après cette étape, le chef du gouvernement a mis le cap sur la cité universitaire de l'Institut des sciences de la santé INSA de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Là, Luc Adov-Tiao a été émerveillé par la qualité du travail et le respect des délais. Cette cité, réalisée à plus de 6 milliards de francs CFA, devra être fonctionnelle en octobre prochain. Souvent, lorsque nous visitons les chantiers, nous avons souvent le cœur en chagrin au regard des retards enregistrés, au regard de la qualité des travaux. Mais là, vraiment, tout le monde atteste que l'entreprise a fait un travail extraordinaire. Nous avons une très belle cité. Lorsque j'étais venu ici en novembre dernier, le taux d'exécution était autour de 35%. Aujourd'hui, on est à 75%, ça veut dire quand même, à moins d'1 an, l'entreprise a fait un grand bond en avant. C'est un grand honneur et le fait déjà qu'il ait une réaction positive à l'issue de cette visite, vraiment nous encourage beaucoup et nous comptons mettre vraiment les bouchées doubles pour ne pas vraiment qu'il soit déçu. Que ce soit au château d'eau de Belleville ou à la cité universitaire de l'INSA, le Premier ministre a donné des instructions aux entreprises pour que des infrastructures de qualité soient livrées. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui va permettre aux gardes de sécurité pénitentiaire d'évoluer dans un cadre plus sécurisé et avec des salaires conséquents. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Il s'agit du projet de loi portant statut du personnel de ce corps paramilitaire. En dépit de son caractère spécifique, ce texte de loi reste dans l'esprit de la loi du 28 avril 1998 et du décret du 4 août 2004 portant respectivement régime juridique applicable aux emplois de la fonction publique et organisation des emplois spécifiques du ministère de la Justice. Le reportage est signé de Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. C'est en présence de responsables et d'agents de la GSP, la garde de sécurité pénitentiaire,
que les 96 votants ont tous adopté le projet de loi portant statut de ce personnel. Un projet de loi de 186 articles répartis en 10 titres. Le vote de ce texte-là a été précédé par tout au plus 2 questions d'éclaircissement auxquelles le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fourni des éléments de réponse. Il reste entendu qu'à travers cette loi, puisqu'elle est passée comme une loi, va comporter des avantages matériels pour le corps de la GSP. Ceci étant, nous pensons que c'est au total des moyens qui vont véritablement rehausser le moral des troupes au niveau donc de ce corps. Le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire n'a pu contenir sa joie après le quitus de la représentation nationale. C'est pour corriger en fait le défaut de conformité du cadre juridique avec la Constitution qui, en son article 100, indique que le régime pénitentiaire relève du domaine de la loi. Or, depuis là, le régime pénitentiaire a toujours été du domaine réglementaire, par voie de décret. 1. 2. Ça vise à améliorer aussi, d'une manière significative, les conditions de vie et de travail de ce personnel-là. Pour les députés, ce n'est que justice faite à ce corps paramilitaire. C'est l'un des métiers les plus pénibles, les plus risquants, au même titre que les gendarmes, les policiers et autres corps paramilitaires qui, au prix de leur vie, gèrent la sécurité des personnes et de leurs biens. En adoptant ce texte, l'Assemblée nationale va permettre donc à la GSP de pouvoir obtenir un nouveau statut qui va tenir compte donc des contraintes de leur métier et également des réalités qui leur sont propres. Parce que vous savez que c'est du personnel qui n'a pas droit de grève et il y a également leur exposition à certaines maladies du fait de la promiscuité et également du fait donc de la surpopulation carcérale. L'adoption du projet de loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, selon les élus nationaux, devront être suivis dans les meilleurs délais de texte d'application afin de permettre au GSP de répondre efficacement à leurs missions. Il s'agit des missions concernant notamment la sécurité des détenus, leur réinsertion sociale, la protection des personnes et de leurs biens. Mise en œuvre du programme d'appui des parcs de l'entente PAPE, les ministres de l'Environnement du Bénin, du Togo, du Niger et du Burkina Faso en parlent à Ouagadougou. Ces pays font partie du complexe WAPO et le PAPE qui va investir pour une meilleure protection des aires protégées devrait profiter à plus de 350 000 personnes. Avant d'engager les actions, le présent Conseil des ministres examine les recommandations formulées par les experts. Reportage signé de Moumouni Soubeiga. Le complexe WAPO couvre une superficie d'environ 1 million d'hectares, dont 40% des aires protégées des pays membres. C'est un espace riche en biodiversité avec des espèces emblématiques et le PAPE, le programme d'appui au parc de l'entente, se donne pour mission de le conserver. À Ouagadougou, la 4e réunion du Conseil des ministres du PAPE veut passer à la vitesse supérieure dans le combat contre la destruction de ces parcs à travers l'adoption des plans d'action. Les animaux sont tués à l'intérieur des parcs. Les gens qui viennent, ils sont puissamment armés, ils rentrent dans les parcs, ils tuent le grand gibier. Nos éléphants, nos lions, tout ça là. Nous avons les arbres que les gens vont couper au sein de ces parcs. Aux yeux des spécialistes, c'est un programme d'intérêt majeur et la réussite de sa mise en œuvre est plus que jamais un défi pour les décideurs politiques. Ce projet couvre 150 villages et 350 000 habitants. Donc une gestion rationnelle de ces aires protégées, source de ressources à valeur nutritive et médicinale, une gestion participative avec les populations riveraines ne pourront que profiter à des pays comme le Bénin et le Burkina Faso. Le complexe WAPO couvre les parcs W, Arli, Oti, Keran, Mandjouri et Pendjari. Quant au programme PAPE, il concerne le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo et bénéficie du soutien de l'Union européenne, de l'UEMOA et du PNUD. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire projette ses actions à l'horizon 2025. L'ambition, c'est de promouvoir une agriculture compétitive et durable dans l'optique d'assurer à tous un accès aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active. Tout cela se fera par étapes. La campagne 2014-2015 devra être un pari gagné avec l'accompagnement que le ministère prévoit pour les petits exploitants familiaux. Reportage signé Jonas Wemba.
Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire veut faire des exploitations familiales et des entreprises agricoles le moteur de développement de l'agriculture burkinabé. Et pour atteindre cette vision, les responsables et structures d'appui de ce département se sont réunis à Koudougou dans le cadre du premier conseil d'administration pour réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre. Ils vont apprécier les performances atteintes par le ministère dans l'exécution du programme d'activité 2013, échanger sur les difficultés rencontrées et faire le point des préparatifs de la campagne agricole 2014-2015. Plus de 80% des exploitations agricoles au niveau du Burkina est composée d'agriculture familiale. C'est dire que l'ensemble des appuis du gouvernement sont prioritairement orientés vers l'agriculture familiale. La campagne agricole de 2013, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, nous avons enregistré une campagne satisfaisante globalement dans la mesure où nous avons pu obtenir environ 4 800 000 tonnes de céréales, c'est-à-dire environ 37% d'accroissement par rapport à la moyenne quinquennale. L'année 2013 a été marquée au niveau de ce département ministériel par un accompagnement des acteurs à travers la réalisation d'infrastructures de mobilisation des eaux pour l'irrigation, la fourniture des intrants et équipements agricoles. Pour ce qui est de la campagne agricole 2014-2015, Mahama Zungrana va procéder à son lancement officiel ce vendredi 16 mai à Koukouldi, dans le Sanguier. La filière Qualité valide pour sa part le projet de stratégie de développement de la filière. Il devra permettre de pérenniser le développement durable de la filière. Reportage signé de Lazare Pouya. C'est un pas en avant pour les acteurs de la filière qualité du Burkina Faso. Venus des 45 provinces de notre pays, ils vont examiner et valider le projet de stratégie de développement de la filière. Nous avons demandé une étude approfondie pour diagnostiquer un peu l'ensemble des secteurs et pouvoir proposer une stratégie de développement. Et c'est cette stratégie que nous allons ensemble ce matin, avec l'ensemble des acteurs, essayer d'examiner et de valider par rapport, bien sûr, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Élaboré de manière inclusive et consultative, le projet de stratégie de développement de la filière qualité au Burkina Faso est un document de 100 pages. Cette stratégie vise à pérenniser le développement de la filière pour les 5 prochaines années. Il y aura aussi un volet accompagnement. Donc l'un dans l'autre, nous allons partir du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire toute la chaîne sera prise en compte. La production, la commercialisation et l'ensemble des acteurs, tous ces acteurs seront renforcés sur le plan de leur capacité et permettre vraiment à tous ceux qui sont dans la filière de pouvoir exécuter dans de très bonnes conditions et que la filière puisse véritablement profiter à notre économie. La filière qualité au Burkina Faso génère des revenus pour environ 1,5 million de personnes, dont 90% de femmes. Selon le Centre du commerce international qui a soutenu et guidé le processus d'élaboration de ce projet, la stratégie filière qualité dresse entre autres un diagnostic réaliste de la filière, définit les axes clairs du développement et précise les responsabilités. Les activités, c'est surtout professionnaliser les femmes qui sont les plus nombreuses au niveau du maillon de la collecte de la production. Parce que c'est un maillon qui jusque-là a eu moins d'accompagnement, d'une part, en termes d'organisation, en termes de professionnalisation de leurs activités. Mais aussi, c'est ce maillon-là qui est le plus proche de la ressource, c'est-à-dire la ressource carité, qui aujourd'hui est en voie de disparition ou menacée. Ces participants ont cette journée pour valider cette stratégie qui constituera désormais un document référentiel national pour toutes les initiatives et les interventions pour un développement harmonieux de la filière qualité. 3 milliards 900 millions de francs CFA, un chiffre qui va permettre d'améliorer le cadre de vie des populations ainsi que de leur santé. C'est un financement de la République fédérale d'Allemagne qui va couvrir 10 petites et moyennes villes en matière d'assainissement. Reportage de Claudine Bikaba. L'assainissement de base fait partie des objectifs premiers de la SCAD et des OMD. Un objectif loin d'être atteint même si le gouvernement burkinabé s'attelle à sa réalisation. En effet, un projet d'appui à l'assainissement de base dans 10 petites et moyennes villes du Burkina est élaboré dans ce sens en collaboration avec la République d'Allemagne à travers le KfW. Et cet atelier d'information vise l'appropriation du projet par les acteurs. Il est organisé par l'ONEA et Égypte Afrique. Comment au niveau décentralisé des communes, des petites et moyennes villes, on peut effectivement développer l'assainissement. Et ce projet rentre en droite ligne de cet objectif
et un atelier d'information, c'est la base. Le projet financé à plus de 3,994 millions vise la construction de 15 400 ouvrages d'assainissement des excrétas et des eaux usées des villes que sont Bagassi, Boromo, Diebougou, Fara, Gawa, Oundé, Koumbia, Léo, Poura et Réo à l'horizon 2017. Partenaires techniques et financiers ainsi que les élus locaux ont la même vision. Si on a des installations sanitaires qui sont bien faites, ça a un impact positif sur la situation de la santé de la population. Et ça, c'est en fait la ligne rouge de toutes nos interventions au niveau de la coopération allemande. Nous, en tant qu'élus locaux, nous apprécions ce projet parce que d'abord, ce n'est pas le premier que dont nos populations ont bénéficié, parce que l'assainissement est une question vraiment primordiale, parce que ça agit sur la santé des populations. Et tant qu'on ne va pas trouver une solution définitive à la question de l'assainissement, ce n'est pas question de parler de santé des populations. Au-delà du cadre sain et de la santé des populations que le projet devrait contribuer à atteindre, il va sans doute participer au développement de ces localités. Projet Initiative Gampela, c'est un cas pratique d'élaboration d'un projet de développement des étudiants de la filière management de projet de l'Université Saint-Thomas d'Aquin ont trouvé là une plateforme pour mettre en pratique les théories étudiées en classe. Reportage Adama Koulibaly. Initiative Gampela, c'est un projet de développement de cette localité située à quelques encablures de Ouagadougou dans la commune rurale de Samba. L'idée émane des étudiants de la 4e année de l'Université Saint-Thomas d'Aquin pour allier la pratique à la théorie au cours de leur formation. Ce projet a été pensé et écrit par les étudiants de la 4e année de la faculté de sciences économiques et de gestion afin de proposer des solutions pour le développement de la localité de Gampela. Donc ce projet prend en compte différents axes, donc l'éducation, la formation professionnelle, la gouvernance locale. Nous avons la santé et les activités génératrices de revenus. C'est parce que nous avons remarqué que de plus en plus, les étudiants en fin de cycle, quand on les met à la tâche, c'est un peu difficile. Et très souvent, ils ne s'en sortent pas. Et donc, nous avons proposé à ce que le cours soit fait en 2 volets. Une partie théorique et une partie donc, qui concerne les aspects pratiques de la formulation, la gestion et l'animation de projets. Partant du fait que les étudiantes ont souvent des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle après l'obtention de leur diplôme et surtout que beaucoup de formations sont théoriques, le ministère des enseignements secondaires et supérieurs salue à sa juste valeur cette initiative qui vise à donner les rudiments techniques aux étudiants. Je crois que c'est une démarche à saluer et cela présage en tout cas de bons cadres pour notre développement. Je pense qu'ils doivent continuer dans le sens de l'opérationnalisation de leur savoir universitaire que les professeurs leur donnent. C'est un premier point. Le deuxième point, ils doivent se préoccuper non pas de devenir des salariés, mais de créer leur propre entreprise. Parce que ce qui manque le plus dans nos pays, en Afrique au sud du Sahara, ce sont des entrepreneurs africains qui s'organisent pour reproduire la technologie et développer le savoir technologique qu'il peut positionner sur des marchés africains, mais aussi internationaux. Initiative Gampela est le 4e projet développé par les étudiants de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et ce séminaire devrait procéder à la validation de ce projet. Pour construire un bâtiment dans les normes, il faut requérir l'expertise du LMBTP, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Il est compétent en matière de recherche et d'analyse des matériaux, le contrôle géotechnique des tracés routiers, ferroviaires et aéroportuaires. Yolande Lompo nous introduit dans cet univers pointu de la chaîne de construction. Structure d'appui au secteur public et au secteur privé dans la réalisation des infrastructures économiques, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a entre autres pour mission de recueillir les données et de les mettre à la disposition de ceux qui sont chargés de concevoir ou de réaliser des ouvrages afin de prévenir les sinistres. On ne voit le bien fondé des études et de contrôle que lorsque généralement il y a un sinistre. En ce moment on s'est dit, mais en ce moment le mal est fait, c'est trop tard. Donc notre rôle justement c'est de prévenir tous ces risques liés à la qualité
liés à la sécurité des biens et des personnes et aussi les risques financiers et économiques liés au fait que les infrastructures peuvent ne pas durer si elles sont mal conçues ou mal réalisées. Établissement public de l'État créé en 1968, le LMBTP dispose d'équipements nécessaires à même d'assurer avec fiabilité les différentes missions qui lui sont confiées au dire de ses agents rencontrés dans la salle d'essai sur matériaux de construction. Les sacs que vous voyez ici, c'est des agrégats. Ça dit que c'est le sable, le quartz, le concassé. C'est l'ensemble des agrégats que les entreprises amènent pour qu'on identifie, pour voir la qualité même des agrégats avant de les donner lors de commencer leur béton. Ça veut dire que quand ils ont un marché, ils sont tenus d'envoyer les agrégats, le quartz qu'ils ont utilisé, le sable qu'ils doivent utiliser, le ciment qu'ils doivent utiliser pour qu'on procède à une identification. Membre de l'Association africaine des laboratoires du bâtiment et des travaux publics, le LMBTP est chargé entre autres de la vérification des plans d'exécution et de l'établissement de rapports pour la souscription de la police d'assurance en vue de la garantie décennale. Nous sommes prestataires de services dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et donc à ce titre, nous réalisons des études de sol et fondation, des études de contrôle géotechnique, les expertises, le contrôle de la qualité des matériaux, le contrôle des équipements techniques, et également le contrôle pour la garantie décennale. À travers les conventions de coopération, cette structure qui bénéficie de l'assistance technique du Maroc et de la France dispose d'une forte équipe de 120 agents. Des agents qui exprimeront chaque premier mercredi du mois leur appartenance à la nation à travers cet acte civique. L'organisation islamique de secours vient en aide aux réfugiés de Mentao dans la région du Sahel avec 250 tonnes de céréales. Un vrai soulagement dans les camps de réfugiés par ces temps de soudure au moment où les ressources se raréfient. C'est Sylvestre Da. Mobilisation des réfugiés maliens de Mentao dans la province d'Issoum ce mercredi 14 mai pour souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et aux membres de l'Organisation islamique internationale de secours d'urgence. Ils sont venus soutenir ces populations vulnérables et leur offrir des vivres. Au total, ce sont 200 tonnes de petits milles et 50 tonnes de riz qui vont être distribués aux réfugiés de ces camps. C'est une joie pour nous de nous donner l'occasion de vous dire très souvent merci. Et un merci qui va pas seulement à l'endroit du donateur, il va aussi à l'endroit de l'État burkinabé et les peuples frères du Burkina. Je suis très satisfait, j'allais même dire comblé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la période est critique. Il y a la famine, la disette qui frappe à nos portes. Et vraiment, ce don vient combler les attentes et ça vient conjurer ce spectre-là. C'est la deuxième fois que l'Organisation islamique internationale de secours d'urgence vole au secours des réfugiés maliens établis au Burkina. Elle entend poursuivre ses actions de solidarité agissantes au profit de ces populations jusqu'à leur retour au Mali qu'elle souhaite pour bientôt. Il est très heureux et très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Il remercie le bon Dieu qui nous a donné cette occasion pour venir en aide à nos frères. Et cette aide aussi, on l'a multipliée cette année parce que la demande est toujours là et le besoin est toujours là. Et l'Arabie Saoudite, il est disposé à amener les aides là où il y a les nécessités. L'Organisation islamique internationale de secours d'urgence est une ONG financée par les peuples saoudiens basés à Jeddah. Cette activité se résume en des actions caritatives en Asie et en Afrique sans distinction de race ni de religion. Du sport à présent, à Kongoussi, on a assisté le week-end dernier à une compétition de natation. L'association comme la VIM, avec l'appui de la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage, a organisé la 4e édition du week-end de la natation dans le lac Bam. L'événement a mobilisé du beau monde. Sourinoma Ibrahim Digma. Les compétiteurs sont de l'autre côté de la rive, à 800 mètres de là.
À cette distance, on ne les verra qu'à l'arrivée. Le top départ leur est donné par téléphone et signal de foulard. Le public, lui, attend les vainqueurs de la 4e édition du week-end de la natation du lac Bam. La traversée va se faire en nage libre. 15 minutes après, une tête émerge de l'eau. C'est celle de Robert Sawadgo. À sa suite, Jérôme Sawadgo et Justin Sian. Le trio gagnant est connu. La structure organisatrice, l'association Comme la Vime, s'en félicite. Premièrement, c'est la cohésion sociale avec les jeunes. Ça mobilise beaucoup de jeunes. Vous-même, vous avez vu l'engouement de la population au niveau de Kongoussi. Cette édition du week-end de la natation du lac Bam est non seulement une activité à laquelle tient particulièrement la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage, mais aussi une occasion de plaidoyer pour le devenir du lac Bam en phase d'ensablement. Nous avons appris avec beaucoup de bonheur, comme quoi il y a un projet donc, de désensablement donc, du lac de Bam, qui est en tout cas en cours et qui va voir le jour très bientôt. Et nous pensons qu'à travers cette compétition, l'opinion publique comprendra qu'on n'apprend pas à nager seulement à la piscine, mais en milieu naturel. Donc la fédération s'investit pour qu'en milieu naturel, on puisse implanter ces zones d'apprentissage. Les 9 premiers ont reçu des prix et le reste du peloton encouragé par des primes de participation. Pour mémoire, l'association Comme la Vime est affiliée à la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage depuis 2005 et dispose d'un club local qui participe aux compétitions nationales. Coupe du monde Brésil 2014, le ton monte à Rio et dans d'autres villes. À un mois de l'événement, les antimondialistes n'y trouvent pas leur compte et multiplient des manifestations et des protestations. Cible de cette colère, la FIFA et l'État du Brésil, qu'ils accusent d'en faire trop pour leur image au détriment de l'intérêt de la population brésilienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTB.